Par contre, il y a un obstacle, c'est le manque de temps, la formation encore trop rare et puis la temporalité longue de l'institution de l'éducation nationale. On propose, aux circonscriptions, au rectorat des formations académiques, c'est pas intégré tout de suite dans les plans de formation des circonscriptions et du coup, ça va prendre 1 an, peut-être 2 ans de retard, alors que les élèves s'en servent déjà, hein. On sait déjà que les 80 des élèves qui se servent de l'IA actuellement, 20 des enseignants. Bonjour à tous et bienvenue dans AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Je m'appelle Julien Rodelsperger et nous allons découvrir comment l'IA est en train de changer le monde. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par Benoît Vigour, qui est formateur au sein de Réseau Canopé, organisme sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale en France, en charge de la formation des enseignants. Aujourd'hui, nous allons donc parler enseignement, formation, éducation et évidemment intelligence artificielle. Bonjour Benoît, merci de participer à cet épisode d'AI Experience. Comment vas-tu? Bonjour Julien, bonjour à tous. Écoute, ça va plutôt bien. Écoute, merci beaucoup de participer à cette émission. Alors première question simple pour toi Benoît, comment vont les enseignants en France à l'ère de l'intelligence artificielle générative? Alors, c'est une question un peu compliquée, on va dire qu'ils sont partagés entre curiosité et inquiétude, je dirais. Entre les opportunités pédagogiques qu'offrirait l'IA pour certains, des menaces pour d'autres et puis, il y a aussi l'institution qui a des messages un peu contradictoires, qui donne des outils qui fonctionnent pas, donc est-ce que je peux les utiliser avec les élèves? Il y a un petit peu tout ça qui se mélange, donc c'est un peu compliqué. D'accord. Alors juste pour repréciser pour les gens qui ne sont pas familiers avec le réseau Canopé, en 1 minute, c'est quoi et quel est ton métier exactement? Alors, Réseau Canopé, c'est un opérateur public. Je sais pas si vous connaissez de votre côté. C'est un petit peu comme, l'ONICEP, le CIO, le CNED. Le CNED, c'est l'enseignement à distance pour les élèves. Nous, on est centré sur la formation des enseignants, un petit peu dans tous les domaines, des domaines transversaux, des domaines numériques et puis en ce moment, c'est vrai que l'IA prend beaucoup de place. Donc on intervient au niveau des enseignants, mais aussi des collectivités, des mairies, conseils départementaux. D'accord, et le but, c'est de former les gens, notamment à l'utilisation de l'IA générative dans un cadre, éducatif, mais pas seulement? Non, pas seulement, des sujets transversaux, le bien-être, classe dehors, et le numérique, historiquement a une grande part, donc forcément l'IA, de par nos propositions et les demandes qu'on nous fait, prend une place assez importante ces derniers temps. D'accord. Alors, si on revient un tout petit peu en arrière, quand ChatGPT sort en novembre 2022, la presse s'est fait écho d'une sorte de vent de panique un peu, hein, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, les universités en France. Aujourd'hui, donc on est, 2 ans et demi après, on a l'impression que les enseignants commencent à s'y intéresser. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'était quoi le processus entre, la sortie de ChatGPT et 2025, où on parle d'IA générative, quasiment tous les jours? Mais à la sortie, il y a eu, ce qu'on appelle l'effet waouh. Tout le monde a un petit peu essayé et puis, après, on s'est rendu compte que pour nous, c'était bien, que ça pouvait nous apporter plein de choses, mais aussi aux élèves, notamment la peur initiale de la triche, de la perte de sens des évaluations, de la part des enseignants. Et puis, ils ont commencé à expérimenter pour eux, en classe, à partager des pratiques. Il y a des communautés, des groupes WhatsApp, des parcours de formation, en tout cas de partage de pratiques qui parlent d'outils, qui parlent d'usage dans les classes, comment on se forme. Donc, c'est un petit peu la réaction de l'institution, hein, par des formations, des recommandations, hein, ces parcours. Et puis, il y a une prise de conscience aussi que l'IA prend de plus en plus de place, qu'elle ne disparaîtra pas et donc qu'il vaut mieux essayer de l'intégrer. On a un peu raté la marche des réseaux sociaux, donc il ne faudrait pas manquer celle-ci, je pense. Est-ce que toi qui as vécu justement ces 2 révolutions technologiques dans le monde de l'enseignement, est-ce que tu as l'impression qu'est-ce qui change avec l'IA? Est-ce que ça va plus vite? Est-ce qu'il y a d'autres cas d'usage? Comment est-ce que ça change ton métier de formateur des enseignants? Alors moi, enfin, en tant que professionnel de la formation, ça change pas mal de choses. Je m'en sers quasiment quotidiennement pour construire des parcours. Alors, plus dans une phase d'idéation, c'est-à-dire, je construis mon parcours, soit je le soumets à l'IA et je vois comment il peut m'aider à l'améliorer, ou alors, je lui lance une question, une première idée de parcours, je vois ce qu'il me propose. Je lui demande pas de me rédiger, je lui demande, sous forme de puce, de me proposer des idées et puis après je me sers, je dis: «Ah oui, ça effectivement, j'y avais pas pensé d'aborder les choses, sous cet angle-là». Donc c'est vrai qu'au niveau professionnel, ça m'apporte pas mal de choses. Après, comment est-ce qu'on forme les enseignants? On va déjà, moi je suis assez dans la pédagogie active.
Donc, je favorise un peu l'approche concrète. On va tester, on va observer ce qui se passe, on va essayer de comprendre la technique sous-jacente parce que si on ne la comprend pas, bah, il y a plein de problèmes qui apparaissent et dont on n'a pas forcément conscience, les biais algorithmiques, les phénomènes d'hallucination et cetera. Donc après, il faut aller au-delà de l'usage technique pour une réflexion pédagogique. Comment on va l'intégrer dans nos pratiques? De par, d'autres problèmes, hein, la gestion des données, est-ce que je vais partager des données sur des élèves? Qu'est-ce que l'IA va en faire? On ne sait pas trop, hein. Et puis, comment est-ce que je vais l'intégrer dans ma pratique à moi? Comment je peux l'intégrer dans ma pratique pour adapter pardon, mes cours? Comment je vais l'intégrer aussi avec mes élèves? Et puis, alors c'est une question qu'on m'a posée il y a pas très longtemps et je vais construire un petit parcours de formation avec quelques classes, françaises et européennes puisqu'on a une demande sur un parcours Erasmus. Donc Erasmus, hein, c'est un échange, entre classes de différents pays de la communauté européenne et donc les classes françaises ont un usage de l'IA à la fois en tant qu'enseignants et aussi avec leurs élèves et on va réfléchir avec les autres classes européennes, les autres enseignants, il y aura une douzaine d'enseignants, sur comment, intégrer l'IA, comme je le disais tout à l'heure, dans ces usages, mais aussi avec les élèves. Donc réfléchir à construire une charte des usages vertueux, on va dire, avec eux. Par contre, il y a un obstacle, c'est le manque de temps, la formation encore trop rare et puis la temporalité longue de l'institution de l'éducation nationale qui fait que nous, actuellement, on propose, aux circonscriptions, au rectorat des formations académiques, mais bah, c'est pas intégré tout de suite dans les plans de formation des circonscriptions et du coup, ça va prendre 1 an, peut-être 2 ans de retard, alors que les élèves s'en servent déjà, hein. On sait déjà que les 80 des élèves qui se servent de l'IA actuellement, 20 des enseignants. Donc est-ce que c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux réseaux sociaux, ces usages de l'IA par les élèves, même s'ils sont conscients qu'il y a des choses, vertueuses ou pas, ben ça serait bien que les enseignants les accompagnent dans ces usages-là, justement. De ton point de vue, Benoît, quelle est la plus grande difficulté quand on forme un enseignant à l'intelligence artificielle? Je prendrais un petit peu le parallèle de l'introduction de la programmation en 2015 dans les programmes français. Alors moi, je suis issu du primaire, hein. Je suis professeur des écoles, donc des élèves de la maternelle au CM2, 10 ans. J'ai une formation scientifique de biochimiste et on m'a demandé de faire de la programmation dans ma classe et je n'ai jamais fait d'informatique ou si peu, un petit peu de basique quand j'étais au collège, un petit peu de programmation à la fac, mais vraiment très mineur, sans vraiment percevoir tous les concepts, hein, de langage informatique, algorithme, pensée algorithmique et cetera. Et bah, avec l'IA, c'est encore une brique par-dessus tout ça, parce que l'IA, il se cache des algorithmes, donc si je ne sais pas ce que c'est qu'un algorithme, comment j'apprends une IA, tout ce qui est la notion de base de données, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut être confronté à des problèmes de biais sans en être conscient et donc c'est un petit peu ça le défi, de l'IA. D'accord, c'est-à-dire qu'il faut avoir une bonne connaissance technique, informatique, pour à la fois recevoir la formation, mieux la comprendre, mais également la dispenser de ton côté? Alors, je pense pas qu'il faut avoir une bonne formation, mais par contre, il faut avoir des prérequis, on va dire, on peut se débrouiller, hein, mais de savoir que, une base de données est construite de telle façon, qu'une IA générative va avoir une génération de texte statistique, qu'elle ne comprend pas ce qu'elle dit. C'est important que l'enseignant en soit conscient pour déjà l'expliquer à ses élèves, expliquer que, il faut pas prendre pour argent comptant ce que dit une IA parce que j'ai compris pourquoi elle générait ça. Bah, ça me paraît important, je crois. D'accord. Est-ce que tu notes une différence dans la manière d'appréhender l'intelligence artificielle en classe selon, l'âge des enseignants? Je m'explique. Intuitivement, j'aurais tendance à penser que les jeunes enseignants sont peut-être plus à l'aise avec ces outils que les enseignants qui ont, 25-30 ans de métier, et qui ont peut-être peu ou moins fait évoluer leur méthode pédagogique. Est-ce que tu as vu cette différence selon la génération? Disons que la différence, elle est plus dans l'acceptation de la technologie, je dirais. Où, les jeunes enseignants, heu, baignent dedans, ont des smartphones, ont déjà des usages de l'IA. Les plus âgés, on va dire, ont un regard plus critique, donc ils se méfient davantage. C'est peut-être ça la différence. D'accord. Mais est-ce qu'ils ont connaissance ou conscience de toutes les problématiques qui entourent l'IA quand on parle des, données personnelles, par exemple, quand on parle de, ne pas partager n'importe quoi avec l'IA générative et cetera? Oui, ils en ont conscience. Hem
Alors c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, tu vas avoir 2 profils. Ils en ont tous conscience. Heu, Après il y a ceux qui en ont conscience et qui du coup vont prendre ça en compte dans leur pratique avec les élèves et puis tu en as d'autres qui en ont conscience, mais qui du coup, ça leur fait peur et ne font rien avec, ni pour eux, ni pour leurs élèves. C'est un petit peu les 2 autres profils que je distinguerais. Aujourd'hui, un enseignant qui ne s'empare pas de l'IA, en salle de classe, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est une faute? Bah, pas encore, puisque, c'est à peine intégré dans les programmes. C'est même pas encore intégré dans les programmes. On a juste des recommandations, mais c'est pas, textuellement inscrit dans les programmes. Mais à terme, si on s'en empare pas, je pense que ce sera un vrai révélateur d'un manque de mise à jour pédagogique et donc, à la fois pour ses élèves, à la fois pour, les supérieurs, je pense que ça peut devenir, problématique et je pense qu'il vaut mieux sensibiliser que sanctionner, donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de plans de formation et les mettre en œuvre assez rapidement. Là, par exemple, je suis responsable d'un plan de formation du personnel de Réseau Canopé dans notre, région territoriale et au niveau national, Réseau Canopé, on a des recommandations plutôt froides par rapport à l'IA. Il y a des tests sur l'intégration de l'IA dans nos outils professionnels, et des recommandations vont arriver l'année prochaine. Donc on a pris, le parti pris de former dès cette année aux usages de l'IA, même si on n'est pas au courant des recommandations, des outils qu'on va pouvoir utiliser, pour que quand ces recommandations-là vont arriver, on soit, tout de suite capable de les intégrer et de les prendre en compte. Beh, je pense que c'est un peu ça qu'il faudrait faire avec les enseignants, c'est les former dès maintenant pour que quand, il est notre ministre de l'Éducation nationale, pardon, je recommence pour comme ça tu couperas. Notre ministre de l'Éducation nationale a annoncé une charte des bons usages pour les élèves, une IA à destination des enseignants pour l'année prochaine. Donc ce serait bien que les enseignants se forment dès maintenant, dès la rentrée prochaine, pour que justement cette charte, ils la comprennent. Cette IA, ils puissent la prendre en main assez rapidement pour l'intégrer le plus rapidement dans leur pratique. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a l'impression qu'il y a un peu 2 temps qui sont confrontés l'un et l'autre. Je m'explique, c'est que tu as le temps court de la technologie, où tu as des nouvelles technos qui sortent régulièrement, des nouvelles fonctionnalités chaque jour, voire chaque semaine, des nouveaux modèles, des nouveaux LLM et cetera. Et de l'autre côté, tu as le temps long de la pédagogie et de la formation parce que, ton organisation, l'école est segmentée sur une année scolaire, que les plans de formation sont préparés une année à l'avance, qu'il faut avoir les budgets et cetera. Comment tu coordonnes, comment tu fais en sorte que ces 2 temps fonctionnent ensemble pour pas, pour pas perdre de temps justement et puis, je prendre trop de retard, quoi? Alors, en fait, on a un organisme de formation un petit peu en parallèle des écoles académiques de formation. Enfin, non, c'est pas la bonne expression. On est complémentaires. Les écoles académiques, elles vont se conformer aux demandes du ministère, faire redescendre des formations, des plans, et cetera. Nous, on a la chance d'être un peu plus agile et de proposer beaucoup de formations, sous forme de webinaires, sous forme de vidéos sur notre site à disposition et plus sur le temps personnel. Donc on va avoir des enseignants qui vont être proactifs, qui vont venir à nos formations sur leur temps personnel. C'est comme ça qu'on répond un petit peu de façon plus agile, on va dire, à ces technologies. Par contre, c'est vrai que l'institution, c'est pas une critique, hein, c'est un constat, de par sa façon de fonctionner, pardon, de par sa façon de fonctionner, eh bien, elle a une temporalité plus longue. Nous, on essaye de s'insérer dedans, c'est selon les priorités des académies, c'est pas toujours, facile, mais c'est une contrainte à laquelle on essaye de s'adapter. D'accord, OK, très bien. Alors j'aimerais qu'on parle un peu de différenciation pédagogique et surtout du rôle que peut avoir l'IA générative dans ce processus. On va en parler en détail j'imagine, mais juste en 2 mots, Benoît, c'est quoi la différenciation pédagogique de manière un peu simplifiée pour les personnes qui sont pas pédagogues? On est d'accord que je vais faire ça très simplifié parce qu'il faudrait, un podcast de 3 heures Vas-y, pour vas-y. sur la différenciation. Mais en gros, la différenciation, c'est, hem, comment on va adapter l'enseignement aux besoins de chaque élève. Donc l'IA, pourrait permettre aux enseignants de proposer des exercices, progressifs, des explications, adaptées à différents niveaux dans une même classe. Par exemple, en ajustant un texte, à plusieurs niveaux. Et puis, alors moi j'ai un collègue qui travaille là-dessus, sur la différenciation avec l'IA et qui parle, de la CUA et de la FALC. Alors la CUA, c'est la conception universelle de l'apprentissage
C'est ce qui permet d'adapter, un enseignement aux besoins de tous les apprenants en s'appuyant sur 3 grands principes, offrir plusieurs moyens de représentation d'une notion, proposer plusieurs moyens d'action, d'expression un petit peu pour travailler sur, je vais pas rentrer dans les détails, mais sur les différents niveaux de la taxonomie de Bloom, par exemple. Et puis stimuler l'engagement de différentes façons, utiliser, la gamification, la ludification des apprentissages comme on dit, la collaboration, la motivation et cetera. Et puis Falk, c'est, facile à lire et à comprendre. Donc c'est comment je peux adapter un texte pour qu'il soit, lisible et compréhensible par un maximum de mes élèves. Et ça, il y a des chatbots, hein, qui ont été configurés par des collègues qui permettent d'adapter des supports, un petit peu, dans toute cette situation-là. D'accord, c'est-à-dire que l'enseignant fait le socle commun, fait son cours et après il peut utiliser l'IA pour peut-être pousser certaines notions pour les très bons élèves ou ceux qui ont un peu d'avance, ou à l'inverse, simplifier et rattraper un peu le retard des élèves qui peuvent avoir des difficultés? Oui, c'est à peu près ça, ouais, tout à fait. Alors faut voir ça comme un outil, l'IA serait dans ce cas-là un outil de soutien, je pense pas que ce soit une substitution à l'enseignement. Alors par contre, oui, c'est vrai qu'il y a des plateformes, la Lilo, Maths Adaptative, qui permettent de proposer des exercices, c'est-à-dire que les exercices vont s'adapter. Il y a une IA derrière cette plateforme-là, qui va proposer des exercices adaptés en fonction des entrées de l'élève. Heu, voilà, il y a ces plateformes qui sont automatisées. C'est une autre façon de différencier. D'accord. Et donc, avant l'IA, ce travail de différenciation pédagogique, il était fait par l'enseignant. Mais qu'est-ce que l'IA a changé dans ce travail? La facilité, la rapidité, le gain de temps. On sait que les enseignants sont poussés par le temps, sont vraiment débordés, hein, j'étais enseignant pendant 20 ans, je sais quel est leur travail. Mais, adapter un texte, créer une dictée à trous, par exemple, c'est pas compliqué, mais ça va prendre 20 minutes. Si je différencie, que je crée 3 dictées à trous, ça va me prendre 1 heure. Avec l'IA, en 2 minutes 30, c'est fait. Donc c'est plus un gain de temps. Donc c'est pas une substitution parce qu'il faut que l'enseignant soit garant du résultat. Il doit vérifier à chaque fois ce que l'IA va lui proposer, mais c'est un outil complémentaire qui va me faire gagner, beaucoup de temps. Je parle que pour la différenciation, il y aurait plein d'autres domaines, D'accord, et pour ça, ça veut dire que les enseignants doivent être à l'aise avec l'outil, doivent savoir ce qu'on appelle prompter. Prompter, c'est-à-dire communiquer avec les outils d'IA générative. Heu, Comment on fait? Ils apprennent ça sur le tas, ou tu les aides et tu les accompagnes aussi à savoir bien communiquer avec ces outils? mais, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, déjà leur faire comprendre comment fonctionne une IA générative sur des aspects statistiques. Du coup, bah, le prompt, il va avoir un intérêt, c'est de pouvoir cibler, la base de données sur lesquelles ces statistiques vont être générées. Donc là, il y a des modèles, hein. Nous, on utilise le modèle actif, c'est un acronyme, alors de mémoire, action, contexte, tonalité, identité et format. Donc c'est un petit peu près les 5 champs qu'il faut rentrer dans un prompt. Dire, donner à, enfin, tu veux que je rentre dans les détails ou je reste là ou, alors, voilà, nous on conseille donc, je donne un ton, je donne une identité à l'IA, agis comme un enseignant expert des sciences de la vie et de la terre, en classe de troisième. Une action, construis-moi une séquence sur, les volcans. Alors ça n'a rien à voir avec le troisième, mais c'est pas grave. Et cetera. Donc ces 5 lettres vont m'aider à construire ce prompt et c'est ce qu'on leur, montre avec les collègues. Ça permet de gagner du temps plutôt que de alors il y a la technique du shoe prompting, c'est-à-dire je rentre une première question, je vois ce que l'IA me répond et je vais creuser et nous, on se dit qu'avec cet, acronyme-là, on est plus rapide, on va tout de suite cibler mieux la réponse de l'IA et on sait que l'IA, il y a un gros problème de consommation énergétique. Et donc on se dit qu'en étant efficace dans notre prompt, les échanges vont être réduits avec l'IA, donc on peut peut-être espérer que l'économie d'énergie soit, non négligeable. D'accord, OK. Est-ce qu'il y a des matières qui se prêtent mieux que d'autres à l'intégration de l'IA en salle de classe? Ou est-ce qu'il y a des matières qui sont encore relativement inaccessibles? Alors c'est facilement intégrable dans, la notion de transversalité. On parlait de différenciation, ça pourrait être aussi avec les langues, alors avec la programmation plutôt en lycée. C'est peut-être plus délicat avec, l'art visuel ou l'art plastique parce qu'il y a toute cette
problématiques de création. Est-ce que l'IA est créative ou pas? Il y a aussi une sensibilisation aux droits d'auteur, et cetera. Après, je pense que toutes les alors moi, je m'amuse à faire un catalogue, de prompts ou de chatbots à l'usage, des enseignants et je n'ai pas beaucoup de matière où je n'ai pas de chatbot ou de prompt pour, créer de la ludification, des débats avec des philosophes, avec des personnages historiques, et cetera. Donc il y a plein de choses à explorer. Par contre en maths, l'IA n'est pas très bonne en maths, donc il faut faire attention. Bah, ça s'améliore, mais il y a encore, pas mal de C'est intéressant ce sujet, pourquoi? bah, si tu demandes un calcul, multiplication à 4 chiffres, 2 termes à 4 chiffres chacun, il y a de fortes chances que ChatGPT se trompe. Heu, voilà, c'est comme ça, il est pas bon sur les statistiques mathématiques. Par contre, si tu lui donnes, un schéma, d'un problème sur Pythagore, il va te le résoudre. Donc dans le raisonnement, il va être bon, dans les calculs, il est moins bon, donc mais c'est pour ça que c'est important d'accompagner les usages des élèves, qu'ils aient conscience de ça, pour ne pas faire n'importe quoi et ne pas faire leur travail à leur place par l'IA, mais que l'IA soit là pour les accompagner, par exemple. Ouais. Beh, justement, c'est intéressant, parlons des cas où les élèves rendent des devoirs faits avec l'IA, ça arrive, on en parle parfois dans la presse notamment. Que doit faire l'enseignant dans ces cas-là? Et surtout s'il a un doute, comment est-ce qu'on fait pour détecter un travail fait avec ChatGPT? Ah! Alors ça, c'est un vaste sujet, je pense que tu sais que les IA enfin les logiciels de détection d'IA ne sont pas fiables. Je vais te raconter une anecdote. Une collègue a sa fille en seconde, qui s'est vue, refuser une notation d'un devoir avec l'explication de l'enseignant qu'elle avait utilisé l'IA. Bah, non, elle n'a pas utilisé l'IA. Oui, d'accord, c'est sa maman, ma collègue, qui l'a aidée à faire son devoir. Mais c'est le problème des devoirs à la maison, ce qu'on appelle les DM. Qui est-ce qui les fait? Est-ce que c'est l'élève? Est-ce que c'est les parents? Les enseignants le savaient que c'était souvent les parents qui les aidaient, mais ils acceptaient le jeu. Maintenant que c'est l'IA, ils acceptent plus le jeu. Donc en fait, c'est trop tard. Si je me pose la question si c'est une IA, c'est que j'ai pas réfléchi à soit adapter mes évaluations et on voit maintenant plein de ressources, notamment issues du Québec, sur comment, proposer d'autres évaluations qui permettent de passer de ne pas pouvoir utiliser l'IA. Il y a aussi, j'ai vu passer ça, toujours du Québec, hein, ils sont en avance sur nous là-dessus, d'autoriser l'IA, mais de demander aux élèves, alors là, c'est plutôt aux étudiants parce que c'est dans la classe supérieure, de faire part en annexe des échanges qu'ils ont eus avec l'IA. C'est-à-dire de mettre leur premier prompt, de mettre, la réponse de l'IA, comment ils ont analysé cette réponse-là, de partager ensuite les échanges qu'ils ont eus à la suite de cette première analyse et de voir comment ils ont adapté leurs devoirs à cela. Donc ça me paraît une démarche, pertinente et intéressante dans une démarche d'esprit critique de l'utilisation de l'IA. Donc ça veut dire, juste que je comprenne bien, c'est un enseignant qui donne un sujet, qui donne la réponse de l'IA à ce sujet et les élèves doivent critiquer la réponse de l'IA, chercher les erreurs, chercher les problèmes et cetera, c'est ça? Alors, non, ça c'est une deuxième solution. Non, c'était vraiment, donner un sujet, normal, sans l'adapter, mais demander à l'étudiant, s'il a utilisé l'IA, d'expliquer à l'enseignant comment il a utilisé l'IA. Après, ce que tu évoquais, effectivement, ça peut tout à fait exister, mais c'est peut-être plus un travail à faire en classe. C'est-à-dire que j'ai une question, en tant qu'enseignant, je donne la question et la réponse que m'aurait donnée une IA et je demande aux élèves de critiquer cette réponse-là. Donc ça serait plutôt une première brique de leur montrer, la démarche. J'interroge l'IA, elle me donne une réponse. Comment je peux critiquer, analyser? Est-ce qu'il y a des sources? Est-ce que ça me paraît justifié? Est-ce que ça me paraît véridique? Et voir comment j'interagis avec elles pour qu'après ils puissent le faire après dans leurs devoirs. Après, c'est plus, pour contrecarrer, l'utilisation de l'IA face aux devoirs, ce serait plus, évaluer le raisonnement plus que le résultat. D'accord. Heu, Et pour un enseignant qui a un doute sur un travail rendu, qui se dit: «À mon avis, c'est sûrement fait avec ChatGPT», est-ce qu'il y a des recours? Est-ce qu'il y a une politique, une règle? Est-ce que c'est à l'appréciation de chaque enseignant? Il se passe quoi concrètement sur le terrain? j'ai pas de réponse, concrète, d'exemple à te donner. J'ai juste, des enseignants qui me posent la question, sur comment contrer ça. Après je pense que
l'enseignant qui dit que l'élève a utilisé l'IA à 100, bah, il est-ce qu'il a le droit de dire ça? Sachant que les logiciels de détection ne sont pas fiables. S'il y a un doute, tu peux pas accuser un élève. Donc après, c'est plutôt un entretien, bilatéral, on va dire, avec l'élève pour essayer de comprendre ce qu'il a fait, et puis si le climat de classe est suffisamment serein, qu'il y a une confiance, une bienveillance qui rime avec exigence, hein, toujours, qui est installée, avoir, ouais, des échanges cordiaux sur le fait d'utiliser l'IA, comment je m'en suis servi, d'être honnête, de l'annoncer. Tu parlais à l'instant du Québec, et des différences qui peuvent exister entre, différents, régions francophones du monde en matière d'éducation. Pourquoi est-ce que le Québec serait plus en avance que la France dans le domaine, lié aux technologies ou à l'intelligence artificielle? Ben, j'en sais rien, faudrait leur demander. Qu'est-ce que je vois comme réponse? Je ne sais pas si le Québec est soumis au RGPD, le Règlement général à la protection des données, et nous, on y est soumis avec, comme tous les pays européens, et je pense que, ça fait peur aux enseignants et du coup, ça les empêche un peu de s'emparer de ces outils-là. Il y a aussi, Google, Google Docs et cetera, toute la suite d'outils Google, qui a été beaucoup utilisé au début du numérique et puis on nous a dit: «Oh là, non, 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 n'utilisez jamais ça avec vos élèves» et cetera. Eux, au Québec, ils ont Google School avec une protection des données, des contrats. Nous, on n'a pas ça. Donc ils ont pas ce i ça fait longtemps qu'ils travaillent avec le numérique, donc je pense qu'ils sont prêts. Nous, on a eu des plans d'équipement des écoles. Malheureusement, on n'a pas eu vraiment de plan de formation des enseignants. Et donc on a raté la marche un petit peu du numérique, on a raté la marche des réseaux sociaux et comme je disais tout à l'heure, il faudrait pas qu'on rate la marche de l'intelligence artificielle. D'accord, et on parlait d'IA, on parlait de ChatGPT qui est évidemment le moteur d'IA le plus connu, mais il y en a beaucoup d'autres. On peut parler de Claude, de Mistral AI, de Gemini, de Llama et cetera. Hem, mais finalement, il y a pas tellement de modèles français, ou européens, à part peut-être Mistral. Est-ce qu'il y a des consignes sur quel modèle utiliser, quels outils utiliser? Heu, ou c'est un peu en mode, chacun fait dans son coin, sans trop en parler, en matière de gestion de ces outils d'intelligence artificielle générative? Alors, au niveau des recommandations, alors on nous dit, hein, qu'il y aura un modèle d'IA, libre, open source et cetera, à destination des enseignants. Il y a eu un essai par, un laboratoire qui a lancé Lucie. Il s'est avéré au bout de 3 jours qu'elle avait tous les biais, possibles, imaginables, donc ils l'ont retirée. Donc effectivement, ça pose problème. Après, nous, on a un outil quand même, VitaScience. C'est une plateforme, au départ, d'initiation à la programmation, qui donne accès à des outils de programmation pour traduire des langages, les téléverser dans différents robots, cartes de programmation, et ils ont une page dédiée à l'IA et très, très intéressante pour à la fois comprendre comment fonctionne un modèle d'IA générative, d'IA générative d'images et de texte, et puis ils ont, et c'est un outil RGPD qui est intégré dans les ENT, dans les plateformes d'accès aux outils numériques des enseignants. Donc, on a quand même la chance d'avoir cet outil-là. Il est pas parfait, mais au moins on a un usage, assez, respectueux des données personnelles des élèves. Après, il y a beaucoup d'enseignants qui, ont créé des comptes à leur nom et qui, font travailler sur les prompts leurs élèves, et qui par contre, c'est eux qui saisissent les prompts avec leur compte sur différentes IA, et en classe, ensemble, ils retravaillent l'écriture des prompts ou en groupe. Enfin, ils trichent un petit peu de cette façon-là. D'accord. Mais en tout cas, c'est pas un problème de dire que les enseignants utilisent ChatGPT, au quotidien ou presque. Je veux dire, c'est un faux secret quelque part, quoi. Ah, c'est un faux secret, oui, c'est un problème, mais c'est un faux secret. C'est un problème dans le sens où, alors je suis intervenu auprès de troisièmes. Ils sont quand même assez conscients des problèmes que ça génère au niveau des données personnelles. Ils se rendent bien compte que s'ils font tout faire par l'IA, ben, finalement, ils apprennent plus rien. Mais ça, c'est les bons élèves qui s'en rendent compte. Les élèves en difficulté, ils sont bien contents de trouver l'IA. Donc on a quand même, une inégalité, une espèce de fracture,
qui est évoqué souvent, hein, dans les littératures, sur l'IA, mais qui risque de s'accentuer encore. Ouais. Bah, la transition est parfaite parce que c'était ma prochaine question justement. Je voulais parler, des inégalités d'accès au numérique. Comme tu le dis, on sait que c'était déjà un problème. Est-ce que selon toi, l'IA risque de creuser encore plus l'écart entre les élèves, ceux qui maîtrisent, qui ont conscience, peut-être, dans un meilleur environnement, socio-démographique ou culturel, par rapport aux élèves qui ont moins accès ou moins de ressources pour comprendre et utiliser ces systèmes d'IA? Oui, c'est ça paraît évident. Alors j'ai pas beaucoup d'arguments, heu, j'ai pas pointé ce sujet-là dans mes lectures, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Je prends l'exemple de mon fils. Parfois, je lui dis: «Mais pourquoi tu vas pas sur l'IA quand il a un devoir?» Il dit: «Bah non, c'est à moi de faire le travail». OK, d'accord, alors vas-y, et je l'accompagne là-dedans. Mais l'élève en difficulté, il va aller sur l'IA systématiquement, surtout s'il est pas encadré par ses parents, et souvent les élèves en difficulté, alors je veux pas faire de de stigmatisation, mais il est pas forcément accompagné par ses parents, donc il va aller sur l'IA, il va faire le devoir par l'IA, puis il rajoutera peut-être quelques fautes pour faire croire que c'est pas une IA, heu, mais finalement il apprendra encore moins. Donc entre mon gamin, je dis pas ça parce qu'il est modélisant, hein, mais entre un jeune comme mon gamin qui refuse l'IA parce qu'il veut travailler, il veut apprendre, et un autre qui va tomber dans la facilité, bah, forcément la fracture numérique elle va se faire. Après, donc c'est pour ça qu'il y a un besoin d'accompagnement pour éviter cette fracture. Parce que forcément l'IA, il y a de fortes chances qu'elle accentue les inégalités entre les élèves, entre les établissements aussi, ceux qui accepteraient d'intégrer l'IA, à la fois pour les enseignants, mais aussi accompagner les élèves dans l'intégration de l'IA dans leur travail, et puis ceux qui ne le prendront pas en main. Ouais, la fracture, elle sera là. Sans compter que l'IA, je pense qu'elle sera là maintenant pour longtemps. Et donc quand ils vont arriver dans le monde professionnel, elle sera intégrée. Nous, on est en train d'intégrer l'IA dans nos pratiques. Donc, ceux qui n'auront pas été sensibilisés à l'IA, ils seront à côté du monde professionnel. Donc l'école, bon, c'est pas, le rôle principal, mais c'est quand même, celui que nous vendent les nos politiques, hein, c'est de préparer au monde du travail. Donc voilà. Mmh, d'accord, et en salle de classe justement, à partir de quel âge les élèves peuvent-ils commencer à utiliser l'IA, selon toi? Est-ce que, en primaire, vous commencez un peu ou est-ce que c'est plutôt à partir du secondaire, donc collège, lycée? Alors, les classes dont je te parlais tout à l'heure là dans le projet Erasmus, c'est 3 classes de primaire. Qui sensibilisent, qui utilisent, comme je te le disais, les élèves écrivent des prompts, c'est les enseignants qui mettent les prompts dans les IA et ils voient ce qui se passe. Par contre, l'UNESCO recommande bien de ne pas utiliser les IA avant 13 ans. Alors, je me souviens plus très bien pourquoi, mais je pense qu'il y a quand même un esprit critique à avoir que les élèves du primaire sont pas forcément encore assez mûrs pour avoir. On a des usages plus courants au collège, surtout au lycée, je pense, justement par rapport à cette réflexion, cette maturité qu'il faut avoir. Le cadre est pas encore très précis, donc c'est toujours, un peu, ce problème-là, et ce que je disais, hein, les élèves l'utilisent à 80, les enseignants à 20, c'est en train d'augmenter. Voilà. Est-ce que tu constates dans tes formations des enseignants, technophobes, qui doivent s'adapter un peu à marche forcée parce qu'on leur demande de le faire ou parce qu'ils ont conscience que les choses bougent très vite? Comment tu gères justement ces enseignants? Ouais, les technophobes, ils ont peur de l'outil, donc ils ont trouvé l'excuse. «Non, non, moi tant que j'ai pas un outil, recommandé par le ministère, je ne le fais pas», et ils s'arrêtent là. Et c'est tout, ils vont pas plus loin? Ah non, ils vont pas plus loin, non, et je crois même qu'ils refusent de l'utiliser pour eux, alors qu'ils l'utilisent au quotidien, hein, inconsciemment. Mais, il dit: «Ouais, non, elle hallucine, il y a pas de source, je peux pas lui faire confiance», Est-ce que tu as réussi à faire changer d'avis des enseignants sur ce sujet? Alors, quand on leur fait tester, quand on leur fait comprendre comment ça marche, quand on ne leur vend pas du rêve, quand on va au-delà de l'effet waouh et qu'on leur dit: «Attention, là, oui, c'est bien, mais regardez, il y a tel problème de biais, il y a tel problème de sources non citées». Et là, ils se disent: «OK, d'accord, et donc, ces problèmes, est-ce qu'on peut les dépasser?» «Bah oui, par heu, un prompt mieux rédigé avec le modèle actif, un outil virtueux sur VitaScience ou DuckDuckGo qui propose, heu, des modèles d'IA qui ne nourrissent pas les bases de données, d'entraînement de ces IA».
Ils disent: «Ah OK, il y a peut-être des voies un peu plus virtueuses, je vais peut-être pisser quand même». Les résultats que les IA me donnent, c'est quand même vachement intéressant pour moi, gagner du temps, donc ils ouais, ils changent un petit peu leur point de vue et puis après, aussi on fait un panel un petit peu de tous les usages possibles et là, ils se rendent bien compte que, ah oui, ça quand même ça commence vraiment à Mmh. devenir incontournable, D'accord. quoi. Selon toi, Benoît, quel est le plus grand malentendu sur l'IA dans le monde de l'éducation aujourd'hui? Alors, je ne l'ai pas évoqué sur les enseignants technophobes, mais je pense que leur plus grande peur, c'est que l'IA les remplace. Donc et c'est ça finalement le plus grand malentendu, c'est que l'IA ne je ne pense pas, c'est, Damaso, hein, l'auteur de science-fiction, qui est technophile et qui lui, quand on lui demande de traduire IA, il dit: «L'intelligence amie». Pour lui, il faut voir l'intelligence, artificielle comme un ami, comme un outil, comme une aide et pas, une substitution. L'IA n'est pas là pour nous remplacer, elle est là pour nous aider. Après, sur la fiabilité des réponses, il y a des outils, hein, comme Perplexity, maintenant ChatGPT qui cite ses sources et puis aussi dans les prompts quand on demande, dans le prompt à être précis sur la réponse, il évoque des sources maintenant. Heu et bien utilisé, il se rend compte aussi que ça peut enrichir l'apprentissage. Donc ça peut être vraiment un outil et pas une substitution. D'accord. Et quels conseils tu pourrais donner aux enseignants qui nous écoutent et qui peuvent parfois se sentir un peu perdus face à cette révolution IA? Le conseil, moi, c'est ne pas chercher à tout maîtriser d'un coup. Ne pas tester, échanger avec des collègues. Heu, il y a un gros problème, c'est la volatilité des outils. On va avoir un outil gratuit, intéressant, qui, du jour au lendemain peut disparaître. Donc échanger, se mettre dans des communautés, soit à l'intérieur d'un établissement, soit sur, là, il y a alors je ne sais pas si vous connaissez Magister, c'est, une plateforme Moodle de formation des enseignants et il y a un groupe Creia, qui justement, propose des formations, des webinaires, mais aussi, fait des forums sur les usages pédagogiques avec des outils et cetera, qui est très vivant. C'est l'une des communautés, depuis que je suis enseignant qui vit le plus. Et puis après, c'est de rester critique. L'IA est un outil, pas une vérité absolue. Hem, donc voilà, ne pas tout maîtriser, tester, échanger, rester critique. C'est un petit peu les 4 points, que je donne. Parfait, très bien. Bah, peut-être une dernière question pour toi, Benoît. On a beaucoup parlé évidemment du monde enseignant, mais dans les écoles, on a aussi du personnel administratif. Est-ce qu'il faut également former ce personnel administratif et quels seraient les usages les plus pertinents pour eux, selon toi? Je parlais tout à l'heure de ce plan de formation du personnel de l'ADT et on a pris le parti alors on est beaucoup d'enseignants, il y a de l'administratif, hem et il y a aussi de l'édition, que ce soit papier ou visuel et quand on a discuté avec, la direction de ce territoire du Grand Est de la France, on a pris le parti de former en intercatégoriel. C'est-à-dire qu'à la fois les formateurs issus du monde enseignant, les administratifs, l'édition, on participe à ces modules. Alors on en a ciblé certains, on en a fait certains communs à tous, parce qu'on se dit que c'est bien d'avoir une vision, intégrale, commune, enfin intégrale, suggestive on va dire, commune, de l'outil d'IA et puis, les pratiques des uns enrichissent les pratiques des autres. Ce matin, il y avait, un module sur, l'automatisation des tâches administratives et donc, c'était un collègue enseignant avec, une collègue de l'administratif qui a fait ce webinaire-là, sous forme de partage de pratiques et moi ce que j'ai vu, c'est que dans la façon de rédiger un prompt de la collègue issue de l'administratif, elle avait un langage, formel, académique, avec, des termes propres, ou juridiques ou des choses comme ça, qui faisait que les réponses étaient vraiment très exhaustives. Donc, moi je pense que ça va changer ma façon de rédiger mes prompts en essayant d'avoir un langage plus administratif, on va dire, parce que je me suis rendu compte que les réponses étaient très intéressantes. Alors qu'est-ce qu'elle nous a montré? Tu me posais la question de savoir quels usages pouvaient être, faits dans l'administration. Des analyses de textes de loi, la rédaction de mails, des réponses de mails, des notes de synthèse toujours de textes de loi. Il y a plein d'usages. Alors, on n'est pas allé dans les analyses de données parce que c'est une recommandation de notre DT. On a des données sensibles sur, les enseignants, sur, nos formations et on veut pas faire
mettre ces données-là dans la machine de l'IA. Donc on n'est pas allé sur ces données sur ces usages-là, mais dans la littérature, on voit bien, hein, dans l'administratif, la gestion de données par un modèle d'IA qui serait interne, pour l'instant on n'en a pas. C'est grandiose quoi, ça t'analyse des centaines de pages de tableurs Excel, et ça te génère des statistiques et des rapports, des rétex et cetera qui sont assez, en une demi heure, tu fais un travail de 5 jours, 6 jours quoi, c'est dingue. Comment tu vois ton métier évoluer, Benoît, en tant que formateur? Ça va ressembler à quoi le fait de former à l'IA dans 1 an, 2 ans, 5 ans? Alors former à l'IA, bah, ça va me demander un gros boulot parce que je parlais de volatilité des outils. Les premières formations que je faisais, l'année dernière, j'utilisais des outils qui n'existent plus. Donc, à chaque fois, il faut réadapter et comme toujours avec le numérique, il te faut un plan B, un plan C, pour changer ton fusil d'épaule, sur le vif, l'agilité. Hem, Former avec l'IA, je le disais tout à l'heure, analyser des relevés de besoins, construire un plan de formation, idéation quand je suis coincé sur un sujet, comment aborder ce sujet-là. J'ai tel relevé de besoin, telle problématique qui me sont demandées. Mes objectifs sont ça, mes ateliers sont ça. Est-ce que tu peux me proposer, des cas d'études propres à ce contexte-là? C'est clair qu'il y a une plus-value, quoi. À la fois dans le temps. Alors après, depuis les années 70, on nous dit que, on n'aura plus de travail dans 10 ans parce que l'ordinateur va tout remplacer. Or, on se rend bien compte que c'est, non pas le temps qu'on gagne, mais la productivité. Donc, je pense pas que je perdrai mon travail. On me demandera d'autres tâches ou j'en ferai plus, je ne sais pas. Heu, mais, l'IA ne me remplacera pas, je pense pas. Je vais être comme Damaso, je vais avoir une vision, techno positive et dire que l'IA est mon ami. Parfait, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Benoît. Alors, à la fin de chaque épisode, l'invité du jour doit répondre à une question posée par l'invité précédent. En attendant d'écouter la tienne, je te laisse écouter celle d'Edouard Filias, qui est cofondateur et CEO de l'agence de communication digitale GIN. On écoute sa question. Est-ce qu'un jour, nous pourrons être, gouvernés par une intelligence artificielle? Est-ce qu'une intelligence artificielle pourrait être présidente de la République, ministre? Est-ce qu'elle pourrait être, par extension, chef d'entreprise, général? Et si elle le pouvait, est-ce que ce serait une bonne chose? Moi, ça me fait penser à un reportage que j'ai vu il y a pas longtemps. J'ai vu que, heu, l'Ukraine avait créé une intelligence, enfin un personnage virtuel, géré par une IA, pour, gérer sa communication dans les affaires internationales. Après, j'ai une autre réflexion, c'est que je m'inquiète beaucoup. On dit qu'il y a plus de 30 du contenu internet qui est généré par des IA. Moi, ça me faisait peur parce que je me disais, finalement, elle s'auto-alimente et imaginons qu'une IA veuille donner une orientation aux autres IA, elle générerait une tonne de contenu qui l'arrangerait pour influencer la réflexion. Ça me faisait peur et puis il y a une chercheuse, alors je suis très mauvais pour retenir je les mets de côté les articles, mais je les retiens pas, les références, c'est dommage, qui disait que l'IA est nourrie par internet. Or, actuellement, sur internet, on trouve tout et n'importe quoi et beaucoup de médiocrité et que finalement l'IA alimente 30 d'internet, ça améliore la base de données des IA. Le lien avec la question, c'est que, est-ce qu'un chef d'entreprise pourrait être une IA? Est-ce que je pense qu'on n'y est pas, hein, on n'y est pas encore là. On dit que le niveau d'IA, c'est de 1 à 5. Elon Musk annonce, sa voiture autonome depuis 2015. Ça fait, enfin non, depuis 2010, ouais, si, 2015, je crois. Donc ça fait 10 ans pour l'année prochaine. Ça fait 10 ans qu'on attend l'année prochaine. Actuellement, on estime qu'elle est à 2,5 sa voiture autonome sur 5, donc on en est encore loin, l'IA générale. Pour qu'une IA puisse devenir président, puisse devenir chef d'entreprise, ouais, il faudrait arriver à un niveau d'IA plus important. Certains chercheurs disent que ce sera pour bientôt, d'autres que ça n'arrivera jamais, donc je n'ai pas forcément de réponse. Je pense que certains domaines, peut-être la RH, ouais, la gestion des clients, la relation client sera remplacée. On dit que 30 des métiers de 2030 n'existent plus, enfin n'existent pas encore, qu'il va falloir les inventer, donc voilà. Il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître, mais ouais, je réponds sans répondre, mais c'est plus des éléments de réflexion que je donne. Pas de problème, c'est très bien. Merci beaucoup, Benoît. Alors, à toi à présent, quelle question est-ce que tu aimerais poser au prochain invité? Alors moi, ça va être avec, le lien avec l'éducation, selon toi,
Quelle est la compétence la plus importante à développer chez les jeunes aujourd'hui à l'ère de l'IA? Parfait. Eh bien, écoute, c'est bien noté. Je poserai la question. Merci beaucoup de ta participation, Benoît Vigour. Je rappelle que tu es formateur au sein de Réseau Canopé. Merci d'avoir participé à ce podcast. Merci Julien. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission sur votre plateforme de podcast préférée. Votre soutien compte et vos commentaires peuvent aider à partager cette expérience avec d'autres. Vous pouvez aussi visiter le site web ai-experience.io pour aller plus loin. À très vite pour un nouvel épisode.